Merci Florian pour cet exposé qui était vraiment passionnant. Merci beaucoup. C'était vraiment très clair et je pense que ça pose les bases de la réflexion de pourquoi les sciences. Et moi, je voulais juste insister sur un point précis de ce que tu as évoqué et sur ce qu'on appelle souvent avoir raison pour de mauvaises raisons ou avoir tort pour de bonnes raisons. Et c'est typiquement l'exemple d'Einstein et de sa théorie où il a théorisé des choses qu'il n'a pas pu montrer puisqu'il n'avait pas la possibilité, on va dire, euh, comment, technologique de le faire. Et il y a d'autres exemples. Il y a des gens qui avaient raison pour des mauvaises raisons, comme Lamarck et sa génétique lamarckienne, qui en fait montré à l'époque, l'idée était de dire que les girafes ont un grand coup parce qu'elles vont chercher la nourriture qui est au-dessus des arbres, et que donc la génétique lamarckienne, c'est de dire effectivement que la girafe s'adaptait à son environnement, et en complète opposition au darwinisme, où c'est en fait la sélection naturelle des girafes qui leur permettent de survivre dans un environnement où ils peuvent aller chercher la bouffe au-dessus des arbres. Et en fait, Lamarck n'avait pas tout à fait tort, puisque avec l'avènement de l'épigénétique, on sait que l'environnement influence sur notre transcription génétique. Et donc, c'était pas tout à fait faux de penser ça. Sauf qu'à l'époque où il a théorisé, c'était complètement une ineptie, parce qu'il n'y avait rien qui lui permettait de l'affirmer, si ce n'était que son intime conviction. Et à l'inverse, on peut prendre l'exemple de Samuel Hahnemann qui théorise l'homéopathie en disant que bah, si une, une pardon, excusez-moi, si une substance à très forte dose a un effet, alors à très faible dose, elle a l'effet inverse. À l'époque où il théorise ça, il avait tout à fait la possibilité, en tout cas l'environnement scientifique lui permettait d'évoquer cette hypothèse, pourquoi ne pas évoquer cette hypothèse plutôt que de la pharmacologie très poussée qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que il avait tort, mais pas forcément pour des mauvaises raisons, puisqu'à l'époque, il avait la possibilité d'évoquer cette hypothèse. Et la technologie à l'époque ne lui permettait pas forcément de réfuter cette hypothèse de façon extrêmement claire. Donc, moi, je pense que c'est ce qui est très important, en tout cas pour moi, et tu l'as vraiment dit, et je trouve ça très très bien, c'est que la science, le scientifique n'est pas objectif. On a forcément notre intuition par rapport à ce qu'on a lu, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on a observé, par rapport à notre expérience qui vaut ce qu'elle vaut. Et la façon dont on va tester nos hypothèses, elle est objective puisqu'elle va suivre une méthode bien rigoureuse pour justement enlever toute subjectivité à nos hypothèses, ou en tout cas à leur réalisation. Et donc, en tout cas, je pense que c'est comme ça, et c'est pour ça que la méthode scientifique et la science restent encore aujourd'hui la façon la plus robuste d'observer le monde. Mais en tout cas, merci à toi pour ton intervention. Bah merci. D'ailleurs, au passage, on remercie Samuel Hahnemann parce qu'il a joué un grand rôle dans le développement de la méthode scientifique en médecine parce que une des choses qui a poussé les médecins à faire des essais, c'était qu'à l'époque, ils voulaient montrer que il y avait la concurrence de l'homéopathie et les médecins de l'époque ont fait des sortes de comparaisons, commencé à faire des comparaisons pour montrer que la médecine réussissait mieux que l'homéopathie. Le problème, c'est qu'ils ont trouvé qu'en fait, l'homéopathie guérissait mieux que la médecine à l'époque. Et en fait, ils ont découvert au fur et à mesure que c'est pas parce que l'homéopathie marchait bien, c'est parce que la médecine de l'époque tuait, quoi. Mais et du coup, ça a amené à une grande réforme, à une grande réforme, enfin, à un profond mouvement de réforme en sciences. Non, parce que je trouve ça assez drôle parce qu'on a l'impression que l'homéopathie c'est un peu un monde parallèle, mais en fait, ça a joué un assez grand rôle dans les réformes en médecine, en fait, parce que les médecins ont commencé à vraiment à faire des stats pour se distinguer de l'homéopathie. Mais au début, ça a pas trop joué en leur faveur. Je pense que je peux y aller du coup pour enchaîner, pour te dire merci Florian Vas-y, Lenny. d'avoir participé, d'avoir expliqué tout ça. C'était super clair. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt clair, donc c'était vraiment cool. C'est marrant que Nance ait mentionné Einstein, puisque bah, Einstein a été, c'est une petite anecdote, je pense, qui est assez marrante de partager ici. Donc, quand on essaie de parler science, là, tu as parlé des communautés, etc., du fait qu'on devait pouvoir soumettre et discuter de science, pas en fonction de qui on aime, en fonction de ce qu'on présente, hein. C'est un des arguments de l'éthos de la science. Et donc, c'était assez marrant. Einstein, il a probablement rencontré qu'une seule fois le processus de relecture par les pairs anonyme. C'est quand il est parti aux US. Il a soumis un papier sur les gravitational waves je crois, Physical Review, un journal de ce genre-là. Et il s'est pris pour la première fois, du coup, un processus de relecture par les pairs qui a suggéré de rejeter son article
Il était très très fâché. Il avait apparemment écrit à l'éditeur qu'il avait envoyé son article pour publication, pas pour relecture. Mais en fait, les commentaires du reviewer étaient particulièrement intéressants. Et en fait, la version finale publiée de l'article quelques mois plus tard, dans un autre journal, hein, a pris en compte beaucoup de ces commentaires-là. Et on peut se rendre compte que la version initiale était probablement fausse, en fait. Donc c'est assez intéressant. C'est une petite anecdote que j'ai trouvé qui était amusante à partager par rapport à ça. Ouais, c'est assez intéressant comme anecdote. Faut voir que en fait le processus de relecture par les pairs est assez récent en fait. C'est pas quelque chose Ouais. de pas quelque chose qui existe depuis le début des revues scientifiques. Et il y a des choses qui suggèrent que les journaux qui l'ont mis en place au début, c'était pas du tout pour des questions de qualité scientifique, c'était juste pour détecter lesquels étaient les plus intéressants, enfin les plus nouveaux en fait. C'était plus une question de nouveauté. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui voilà, c'est parce que voilà, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai pas insisté, c'est que voilà, c'est dur de trouver une méthode scientifique parce qu'en fait, il y a plein de méthodes. Il y a utiliser le double aveugle en médecine, il y a utiliser la relecture par les pairs, mais toutes ces méthodes, elles peuvent être vues comme différentes façons d'implémenter l'idée selon un certain nombre des idéaux de la communauté scientifique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut vraiment faire en sorte que le résultat, enfin, filtrer les biais individuels et filtrer les biais expérimentaux le plus possible, quoi. Et chaque fois qu'on trouve une nouvelle façon de le faire, bah, la science progresse et elle rajoute des nouvelles méthodes dans son attirail. J'interviens juste pour dire, effectivement, des fois, la science peut être aussi prise en défaut à son propre, à sa propre, on va dire, euh, dans son propre processus, hein. On l'a vu récemment avec l'histoire du Lancet, où en fait, il y a eu des failles dans le peer reviewing. Enfin, on va dire qu'il y a eu il y a eu des failles qui ont été pas forcément de mauvaise foi à tous les étages. Et puis de façon un peu plus historique, il y a eu l'histoire des rayons N de René Blondeau, qui est une histoire un peu connue dans les milieux critiques et aussi dans les milieux scientifiques. Et c'est un grand scientifique à l'époque de la radio, des débuts de la radioactivité, qui dit avoir découvert un nouveau type de rayonnement, et ce qui était effectivement à l'époque quelque chose d'assez, on va dire, dans le mouvement. Il y avait les rayons X, enfin, en tout cas, on avait découvert pas mal de choses. Et en fait, la réfutation de cette théorie, qui était en fait basée sur une erreur systématique de son outil d'observation, a été très très difficile à mettre en place, et il a fallu effectivement pas une relecture par les pairs, mais bien un contrôle par les pairs euh, pour mettre en évidence que René Blondeau en fait n'observait pas du tout de rayon N, et que c'était quelque chose qui était lié à un artefact de sa machine d'observation. Mais l'Académie des sciences, notamment la faculté de Nancy, dans laquelle il exerçait, était très embêtée parce qu'il y avait justement cette problématique de René Blondeau était quand même quelqu'un de très connu qui avait publié et qui avait une certaine reconnaissance. Et justement, le principe que tu présentais tout à l'heure ne s'est pas appliqué à René Blondeau, en tout cas, a été très difficile à mettre en place. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, sur le papier, la science, elle a toutes ses qualités de réfutabilité, selon Poppers, en tout cas d'universalité, mais que dans les faits, on ne peut pas défaire la science aujourd'hui d'un côté extrêmement politique, avec des enjeux qui sont des enjeux d'ego, des enjeux d'institutions, des enjeux financiers, qui vont surajouter à la mission de la science et qui vont entraver le processus scientifique très lourdement dans certains milieux. Et notamment, là, on peut le voir avec la crise Covid, il y a eu quand même une entrave énorme à la publication scientifique, une énorme dérive de la publication scientifique vers une publication sensationnaliste qui fait des citations, une inflation des impact factors. Et donc tout ça, je pense qu'on en reparlera dans les spaces suivants, mais c'est un peu la limite aussi. La science, c'est bien, mais la science, elle a aussi des travers. C'est qu'en étant enfermé dans ce carcan qui est extrêmement, pas forcément rigide, mais très codifié pour être validé, elle est aussi soumise à un certain nombre de dérives qui sont très très difficiles à outrepasser, puisque le carcan est assez rigide finalement. Alors oui, oui, donc ce que je décris, c'est un peu l'idéal, et après dans la réalisation, c'est toujours le problème. Par contre, je suis pas sûr que les dérives soient dues au carcan, parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, en fait, c'est en rajoutant plus de rigueur. Par exemple, qu'on peut éviter les dérives. Par exemple, le problème des rayons N de Blondeau, là.
L'idée, la façon dont ça a été démontré qu'il avait tort, c'est en utilisant une méthode un peu plus rigoureuse que lui, parce que lui, c'était vraiment genre, je fais le truc, puis c'est l'impression subjective du participant qui dit s'il y a un rayonnement ou pas. Tandis que la façon dont c'était démontré qu'en fait c'était juste de l'impression subjective, c'est que quelqu'un lui a fait faire l'expérience en retirant ou pas la supposée source du rayonnement, puis on voyait que ça faisait aucune différence s'il la percevait ou pas, quoi. Donc on peut dire que la méthode avec laquelle on l'a on a démontré était plus rigoureuse. Donc je suis complètement d'accord, il y a plein de travers. Je suis pas sûr de voir quelle est la relation de cause à effet entre la rigueur et les travers, en fait. Non, en Ou fait, alors c'est... il y a pas de relation de cause à effet, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait de dire que, en fait, notamment René Blondeau, en fait, effectivement, la personne qui est venue observer a éteint la source d'émission et il a bien montré qu'il n'y avait aucune différence. Euh, c'est simplement de dire que, en fait, la science, elle s'est parée, comme tu disais, d'un système social qui la rend fiable, avec Mhm. toutes ces notions que tu as énoncées, mais que dans la pratique de la science, nous on le voit quotidiennement et dans certains groupes, quand on essaye notamment de pointer du doigt de la mauvaise science, eh bien, on se heurte à un processus, à ce processus qui est normalement censé nous aider à publier de la bonne science et qui en fait dessert la bonne science puisque se surajoutent des enjeux politiques, économiques, et que ça, malheureusement, avec toute la bonne volonté du monde, de la réfutabilité de la science, de l'universalité, du fait que, quelle que soit la personne qui apporte des preuves, elles doivent être entendues et prises en considération. Et ben aujourd'hui, on doit quand même dire que effectivement, ça devient Mhm. très difficile quand on met dans les mains de sociétés privées qui veulent faire du profit la responsabilité de la publication scientifique. Alors, on en reparlera quand on parlera de la publication Ouais. scientifique, mais très clairement, il y a un niveau de complexité aujourd'hui sur la science qui fait que je trouve ces principes fondamentaux que tu as énoncés et qui sont, je pense, qui devraient être la base un espèce de sermon d'Hippocrate du scientifique, on va dire, sont absolument, en pratique, pas faciles à appliquer, et c'est bien dommage, hein, je le déplore, hein, mais c'était simplement pour faire une petite nuance sur effectivement la beauté de la science dans sa rigueur, mais la difficulté de cette application aujourd'hui avec un système qui est de plus en plus libéral et avec des intérêts financiers et politiques, quoi. Mhm. Ouais, ouais, je pense qu'il y a un argument qu'on pourrait faire selon lequel, d'une certaine façon, il y avait un certain avantage à ce que la science soit faite uniquement par des rentiers complètement pétés de thunes, dont la subsistance ne dépendait pas du tout de leur carrière en tant que scientifique, ce qui était un peu le cas jusqu'à très récemment, quoi. Si tu regardes l'histoire des sciences, c'est que dans ce cas-là, il y avait effectivement pas de pression financière, les gens pouvaient faire ce qu'ils veulent, etc. Et oui, le fait que la science soit professionnalisée, on peut penser que ça aussi, et que ça soit devenu un enjeu national qui est financé par les gouvernements, etc., ça rajoute des difficultés qui étaient peut-être pas présentes avant, en fait. Voilà. C'est pas pour plaider pour un retour au fait que ce soit juste des riches oisifs qui passent de la science, mais c'est clair que c'est des problèmes qui se posaient moins quand l'organisation sociale de la science n'était pas quelque chose, était vraiment juste une affaire de personnes qui faisaient ça et qui n'était pas, qui avait pas de, il y avait pas de conflit d'intérêt, il y avait pas de pression gouvernementale, il y avait pas besoin de publier pour vivre, etc. C'était un monde un peu différent. Merci. Avant de passer la parole à John, je vais faire un petit rappel. J'espère d'abord, Florian, que peut-être tu pourrais être avec nous pour les prochains spaces de cette série. Je vais les rappeler d'ailleurs pour les auditeurs qui n'étaient pas là au début. Le deuxième space, il portera sur les pratiques et les méthodes en sciences, ce que vous avez déjà un tout petit peu abordé. Les troisièmes sur la situation scientifique. Le quatrième sur l'émergence du consensus. Et puis le cinquième sera un space plus informel de discussion autour justement de l'intérêt du consensus, de l'intérêt de la démarche scientifique pour l'esprit critique notamment. Et je vous réinvite à poser vos questions avec le hashtag qui est dans le titre, SPS1. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de questions, donc on va accepter Hassan pour qu'il pose les questions de précision qu'il avait posées tout à l'heure. Je ne suis pas très claire. Bonsoir Hassan. Nous t'écoutons. Bonsoir.
Je vous remercie, c'était très intéressant. Bon, ça m'a rappelé mes années de philosophie. Mais c'était très intéressant. Ça m'a rappelé la situation de pasteurs qui, par son catholicisme, défendait une vérité scientifique et l'athéisme. Cette situation me rappelle la situation des athées aussi, qui voyaient dans une théorie qui se développait au 19e siècle, ce qu'on appelle la théorie paraphylétique de l'hominisation, à savoir que les races humaines étaient en fait des espèces humaines à part, qui descendent chacun d'un hominoïde à part. C'est-à-dire qu'il y avait un grand singe en Europe qui a donné les Européens, un grand singe en Asie qui donne les Asiatiques, etc. Et en fait, les athées, anglais surtout, ont vu l'occasion de donner un coup fatal à la théologie chrétienne pour détruire la théologie chrétienne qui était fondée sur l'unicité de l'espèce humaine, parce que justement Jésus-Christ s'est sacrifié pour l'humanité. Alors que là, dans cette idée, en fait, il se serait sacrifié pour une partie des gens, etc. Et donc c'était vu au point que certains militants athées de gauche ont vu d'un mauvais œil Darwin, par exemple, qui défendait l'unicité de l'espèce humaine. Et c'est pour ça que le 19e siècle est assez intéressant de ce point de vue-là. J'ai pensé à ça. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Mais c'est intéressant. Il y a un critère, je m'attendais à l'entendre, qui est celui de Susan Hack, le cohérentisme. Et, euh, et finalement, j'avais posé la question en tweet, mais j'avais pensé à ça. C'était le fait que euh, l'objectivité en question, c'est-à-dire le fait que vous avez une communauté qui va vérifier vos informations, et donc on s'en fiche du contexte dans lequel finalement vous avez formulé vos idées, mais le plus important c'est de suivre les règles objectives de l'apport des preuves, etc. Mais elle pose un problème dans un contexte où, euh, comment dire, où vous avez des tensions idéologiques et politiques, parce que si le contexte, si on incrimine le contexte parce qu'on considère que vos idéologies ou l'hypothèse que vous formulez a un arrière-plan idéologique que vous sous-entendez en fait dans vos études, via vos études, vous êtes en fait le bras armé de la justification du libéralisme, etc. Et du fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs parlent du problème de la cancel culture issue du militantisme de gauche, et que aujourd'hui la situation, j'ai entendu, je mettais ça en parallèle avec justement Suzanne Hack, le fait que justement il y a la question du conflit des sciences wars euh, et de la problématique entre l'approche biologique de la compréhension de l'homme et le fait qu'une grande partie des sciences sociales, des chercheurs en sciences sociales ne l'intègrent pas ou même sont hostiles à l'approche de cette compréhension. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est finalement de mettre en avant avec cette idée du cohérentisme, qui est le fait que finalement, les chercheurs en sciences sociales refusent le consensus obtenu en biologie, obtenu depuis des années à travers différentes études sur la compréhension de l'homme, et se reste dans une compréhension purement environnementale de l'homme, avec les théories de socialisation de l'être humain, avec une absence de compréhension de la biologie, et que ceux qui veulent avoir une appréhension ou une compréhension biologique sont attaqués comme étant possiblement suprémacistes, racistes, etc. Malheureusement, Stéphane Debove aurait pu en témoigner, puisque il essaye d'expliquer que les deux choses sont indépendantes. Mais en fait, la vraie question, quelque part polémique, c'est et même si le contexte de l'individu était celui-ci, au fond, on s'en fiche, puisque ce qui compte, comme vous l'avez dit, c'est les preuves. Or, la menace pour la communauté scientifique, c'est que c'est pas vrai, puisque les universitaires doivent systématiquement se justifier et même si c'est pas suffisant, peuvent se faire renvoyer ou annuler leurs conférences ou menacer, comme certains biologistes ont connu, par exemple David Reich ou d'autres biologistes. Et, euh, et je terminerai sur la question de la privatisation et du libéralisme. Alors, j'ai pas très bien compris si c'est lié à la production scientifique. J'avais cru comprendre qu'en fait, la stratégie
du monde de la publication et de la recherche scientifique, c'était justement de diviser, c'est-à-dire que le public finance la recherche et le privé s'occupe du reviewing, du tri. Et donc, ça permettait en fait d'éviter des conflits d'intérêts. Et ça, c'est un élément important. Et aussi, pour terminer sur un point que je pensais essentiel, c'est le fait que la langue de la science, c'est l'anglais. Et je pense que c'est un critère qui était peut-être sous-entendu, mais il y a une langue universelle pour discuter pour que la communauté, l'ethos puisse exister. Il y a l'anglais qui permet d'unifier les chercheurs. Merci. Ouais, je vais prendre dans le sens inverse les questions. Oui, maintenant c'est l'anglais. À une époque, c'était plutôt le français, d'ailleurs. C'est pendant très longtemps, c'est plutôt le français, la langue la plus partagée. Et l'allemand? Ça Ouais, dépend des c'est pas mal disciplines, l'allemand. je dirais. Ouais, Plutôt peut-être ouais. en médecine, c'était l'allemand. En médecine, médecine biologie, ça a pu être l'allemand parce qu'il y a clairement au 19e siècle, les Allemands, les Allemands étaient très poussés en physiologie et tout. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est assez récent que ce soit l'anglais, la langue universelle pour ça. Euh, Ensuite, pour revenir vite fait sur les revues, j'avoue que j'avais jamais entendu la justification selon laquelle. Alors, il faut savoir que pour beaucoup de revues scientifiques, effectivement, les gens qui reviewent les papiers le font gratuitement en fait, euh, alors que les gens qui publient les journaux les vendent à prix d'or, ce qui fait que l'industrie de la publication scientifique, c'est une des industries qui a les plus grandes marges dans le monde de l'édition. Je crois qu'elle a des marges énormément plus grandes que toutes les autres maisons d'édition, ce qui pose un gros problème. Alors, je savais pas qu'on avait tenté de justifier ça sur la distinction public-privé, mais j'étais pas enfin, c'est la première fois que j'entends que ça soit fait pour ça. En vrai, je pense que c'est surtout fait parce que les maisons d'édition ont découvert que les scientifiques étaient prêts à faire un peu n'importe quoi sans être payés et que c'était un bon moyen de se faire de l'argent. Mais bon, peut-être qu'effectivement, je suis pas sûr que ça protège vraiment contre les conflits d'intérêts, quoi que ce soit. Sinon, pour revenir au gros de la question, il y avait beaucoup de choses. Mais donc la question, c'est de savoir du coup, est-ce que voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'approches critiques des sciences qui se fondent un peu qui se fondent un peu sur le fait de découvrir, d'identifier quels sont les biais politiques, culturels, raciaux, tout ce qu'on veut, qui opèrent à l'intérieur des sciences, hein. Et il y en a, hein, je veux dire, par exemple, il y a des affaires connues, par exemple en archéologie où on a trouvé des tombes des tombes des tombes avec des cadavres de femmes et des armes à l'intérieur de la tombe. Et euh, les archéologues de l'époque avaient écarté d'un coup l'idée que ça puisse être des femmes guerrières, quoi, parce que c'était juste pas possible. Tandis que maintenant, quand on revient sur les mêmes Tandis qu'on on revient sur les mêmes données, on se dit voilà, peut-être qu'en fait on a un peu écarté cette hypothèse trop vite pour des raisons qui n'en sont pas. Donc la question c'est de savoir, oui voilà, est-ce que si on identifie une théorie comme étant portée par exemple par des conceptions racistes ou des choses ou par des conceptions politiques un peu douteuses, ou est-ce que c'est un problème? Et ben, en fait, c'est une question assez compliquée parce que ça dépend de comment c'est un problème. L'idée, c'est que la distinction entre contexte de découverte et contexte de justification, on dit voilà, c'est pas parce qu'une idée a été formulée pour des raisons douteuses qu'elle est fausse, hein. Il faut étudier l'idée par elle-même. Et ça peut être intéressant pour d'autres raisons d'identifier quelles sont les sources d'une idée, hein, par exemple pour la sociologie des sciences, pour comprendre comment les sciences fonctionnent. Mais c'est vrai que ça ne nous dit pas si elle est vraie ou fausse, en fait. Comme j'ai dit, il y a il y a plein d'idées scientifiques qui sont nées d'arrière-plans complètement faux ou douteux, qui se sont révélées fructueuses par la suite. Après, ce qui est embêtant, c'est quand les biais opèrent au niveau pas de la théorie, mais de la façon dont est testée la théorie, ou au niveau de l'interprétation des données. Hein, donc, par exemple, j'ai donné le cas de l'archéologie avec les femmes. On voit bien que là, c'est pas un problème ça pose quand même un problème pour l'interprétation des données. Et
il faut quand même il faut voir si ces idées, ces idées qui sont attaquées par les gens qui font des études, ces idées qui sont décelées par les gens qui ont une approche critique des sciences, posent un problème au moment de mettre en place la méthode pour tester la théorie. Euh, Par exemple, un cas qui a eu pas mal ces derniers temps en psychologie, c'est qu'il y a eu pas mal d'articles sur les différences, euh, les différences de QI entre nations, entre pays. Et en fait, beaucoup de ces articles se reposent sur beaucoup de ces articles sautent tout de suite à la conclusion que à l'idée d'une conclusion selon laquelle les différences seraient génétiques, alors qu'il y a d'autres interprétations possibles. L'une étant que si vous donnez un test de QI à quelqu'un qui vit dans un pays où il a passé beaucoup d'examens, il a plus l'habitude de ce que c'est un test et de comprendre quelles sont les questions des tests. C'est juste que c'est plus écologique. Il y a aussi des questions sur la validité des données qu'on a pour certains pays, etc. Donc, c'est vrai que du point de vue de la méthode des sciences, il faut le moins possible attaquer une idée sur la base de ses sources, en fait, de ses origines. Mais après, si on voit que certains biais ou certaines idées viennent influencer la façon dont est testée une idée, là, ça devient un problème. Si on arrive à, si, ça dé- voilà, si c'est juste machin est raciste, donc sa théorie et il défend cette théorie parce qu'il est raciste, c'est clair que c'est pas une bonne critique dans le milieu scientifique. Ça ne devrait pas être une idée reçue. Mais c'est pas la seule critique qu'on peut faire. Souvent, ça peut être justement, ben, du fait de son idéologie, de ces choses-là, la personne a testé sa théorie de cette façon, mais elle n'a pas pris en compte qu'il y avait d'autres interprétations possibles de ces données et que donc les données qu'elle a récoltées ne prouvent pas directement sa théorie. Il faudrait quelque chose de plus différent. Donc c'est assez difficile. On peut pas rejeter toutes les critiques qui s'appuient sur l'identification de biais chez les chercheurs. Il faut voir si ces critiques, elles arrivent à identifier le fait que ces biais des chercheurs ont affecté la façon dont ils interprètent les données où ils ont testé leur théorie. Ensuite, il y avait la question de savoir, oui, effectivement, il y a des domaines il y a des domaines qui ont l'air assez incompatibles dans leur fonction de voir le monde. Donc, vous disiez, voilà, il y a des domaines des sciences sociales qui donnent un poids très grand à la socialisation. Il y a des domaines qui ont une vision beaucoup plus inéiste de la psychologie humaine, donc la psychologie évolutionnaire, mais en même temps, même beaucoup de psychologie a un aspect, a une approche très inéiste. Et on a l'impression qu'effectivement, c'est des programmes de recherche qui évoluent dans des univers très différents, qui ne se croisent pas. Mais c'est pas les seuls en fait. Par exemple, en psychologie, il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec l'hypothèse selon laquelle les êtres humains sont pas des êtres calculateurs et égoïstes. Ils ont des émotions qui les amènent à être altruistes. Et à côté de ça, vous avez des économistes qui opèrent avec un cadre dans lequel le moins possible on va donner de place à l'hypothèse altruiste et le plus possible on va donner de place à l'hypothèse égoïste. Et en fait, même en physique, vous avez la physique quantique et la relativité en fait font des assumptions qui parfois sont pas complètement compatibles. Et donc ça, il faut voir, est-ce que c'est un problème dans le sens, on sait que si la science est complète, on veut qu'il y ait plus ce genre d'antagonisme. On veut qu'à un moment, les gens se rejoignent. Euh, mais il y a pas mal de modèles en philosophie des sciences qui disent que la science, pour progresser, elle a besoin de la compétition entre programmes de recherche différents. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des gens qui tentent des approches différentes et pendant un moment, on ne pourra pas trancher entre les deux. Les approches seront tellement différentes entre elles que c'est même pas clair qu'elles auront toujours des critères sur lesquels elles pourront discuter sur une base commune. Mais au fur et à mesure, on va voir quelle approche est fructueuse, c'est-à-dire quelle approche nous permet d'expliquer des phénomènes, quelle approche permet de créer des nouvelles théories. Et petit à petit, les approches qui ne sont pas fructueuses vont dépérir et laisser la place à celles qui vont dépérir. Donc pour moi, c'est pas un problème qu'il y ait des programmes de sciences sociales très différents, certains plus inéistes, certains beaucoup moins inéistes. Ce qui est plus embêtant, c'est l'espèce d'ambiance qu'il peut y avoir entre les deux, où on va essayer d'analyser ou de psychanalyser les motifs et les biens inconscients de l'autre pour discréditer le programme de recherche concurrent qui ne fait pas du tout partie de l'éthos de la science telle qu'il devrait être pratiqué. Mais par contre, le fait que des hypothèses et des façons
d'étudier les phénomènes radicalement différents cohabitent, ça peut être quand même être un signe de bonne santé pour la science. Ça, c'est pas un problème non plus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart des points. C'est bon pour vous, Hassan? Donc, En allez. fait, je souris parce que quand vous preniez l'exemple de la question de l'origine des inégalités de quotient d'intelligence entre des individus ou des populations, et vous êtes parti dans l'idée éventuellement que certaines personnes pourraient éventuellement être motivées par des idées racistes, et donc ils iraient forcément dans une question innéiste. Mais alors que, en fait, historiquement, dans ces études, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est bien l'inverse. C'était l'environnementalisme qui s'est imposé et qui était la forteresse absolue jusque dans les années 60-70. Et un chercheur comme Robert Plomin a justement réfuté, a travaillé à réfuter jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans une conférence de l'AFIS donnée par Franck Gramu, il explique clairement qu'il existe ce qu'on appelle des scores polygéniques de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il est possible de faire des évaluations de l'intelligence, enfin des prédictions plus précisément à partir du génome. Et donc même certains chercheurs ou des entreprises travaillent dans ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, en fait, on est passé quand même. Ça me fait toujours penser à un texte de Bourdieu qui niait complètement l'idée d'hérédité de l'intelligence, parlait de racisme de classe quand il y avait l'idée que l'intelligence se transmettait de façon héréditaire. Donc on est passé de cette réalité-là à une réalité où la biologie a réfuté un certain nombre d'idées créationnistes de gauche. Et parce que vous avez une présentation qui me dérange parce qu'elle est relativement neutre. Vous dites, voilà, il y a des sphères de recherche indépendantes et à un moment donné sont antagonistes et la justice se fera. Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème qui est celui du consensus scientifique et qu'il y a des chercheurs qui, aujourd'hui, on est face à une réalité qui est celui d'un consensus qui est établi en biologie. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur le consensus des politiques vaccinales, de l'intérêt de se vacciner et des bienfaits du vaccin. Il n'y a pas de discussion. Si le chercheur, par exemple, typiquement ce sociologue du CNRS, qui est du côté de la chloroquine et de Raoult, mais il est en dehors de la communauté scientifique à ce moment-là. En fait, il est exclu du fait qu'il refuse d'établir un consensus. Et le débat, en fait, c'est qu'aujourd'hui, depuis la sociobiologie, depuis les synthèses qui ont été établies, c'est que les chercheurs, et je renvoie à un texte de Richard Dawkins, Les 12 mécompréhensions de la théorie de Wilson, c'est un article qu'il a publié, où littéralement il explique que Chaline, un anthropologue culturel, n'a littéralement rien compris à la théorie de l'évolution et qu'il fait des hypothèses farfelues sur ce qu'il croit comprendre de la théorie de l'évolution. Et la situation, elle est là en fait. La situation, c'est pas nous avons des chercheurs d'égales compétences qui tentent des hypothèses raisonnables avec des modèles d'expérience et de prédiction et qui testent, etc. On a des chercheurs qui sont dans un refus, une partie d'entre eux d'un refus de l'approche évolutionniste. Et quand on regarde dans le détail, il y a des études qui ont été faites sur ces chercheurs, sur des sociologues, sur des anthropologues aux États-Unis. Il y a plusieurs études qui ont été faites par des sociologues eux-mêmes sur des affirmations innéistes ou environnementalistes, etc. Et pour rapidement, le résultat montre que plus un chercheur en sciences sociales va avoir une adhésion idéologique de gauche, plus il est à même de refuser le consensus scientifique, étant les pires ceux qui s'identifient aux idéologies politiques féministes, etc., où là, il y a quasiment un refus fanatique. Et la question n'est pas... La question, en fait, c'est quand même le statut de scientificité de la biologie n'est pas égal à celle des sciences sociales. C'est pas interchangeable. Ça aussi, c'est pas la même chose, parce que quand on compare l'économie à la psychologie, à la limite, ça reste dans le champ des sciences sociales, et où la question des consensus établis en économie, en psychologie est discutable. Mais c'est pas la même chose pour les consensus établis à partir de la biologie et des résultats obtenus, que ce soit en primatologie ou dans les études évolutionnistes. Juste pour l'archéologie, sur le fait qu'on trouvait des ossements et on faisait immédiatement l'hypothèse est-ce que c'était forcément des hommes et il n'y avait pas de femmes guerrières.
Effectivement, c'est un cas intéressant. Et mais il y a aussi le problème qu'en fait, les ossements, c'est très difficile aussi d'identifier toujours les sexes. Et donc, en fait, c'était juste peut-être, simplement, dans beaucoup de cas, j'ai lu, peut-être c'est pas le cas auquel vous faisiez référence, mais des fois, il y a simplement le cas où, dans le doute, on préférait dire que c'était des hommes parce que ça paraissait plus plausible. Mais la beauté d'une communauté scientifique et de la recherche scientifique, c'est que d'autres chercheurs peuvent revoir et ensuite, grâce au développement de la technologie, permettre des études beaucoup plus fines et donc de déterminer qu'effectivement c'était des femmes. Et je veux dire par là, c'est que en fait, je crois sincèrement que beaucoup de chercheurs beaucoup n'en ont rien à faire forcément de ces idéologies et ils veulent juste pouvoir réfuter un consensus. Et s'ils ont l'occasion de réfuter un consensus comme s'il y a dans les tombeaux, en fait, on pensait tous que c'était des hommes et vous êtes capable de prouver que c'était des femmes, je suis sûr à certains qu'il y a parce qu'il y a cette merveilleuse bienfait de la concurrence et de l'égoïsme, de l'intérêt particulier qui est en concurrence, et chacun a un intérêt à démolir le consensus de ses collègues. Et je pense que c'est plus une question aussi de technologie d'une époque, et aujourd'hui on a des technologies qui permettent d'avoir des analyses plus fines en ostéologie. Bon, j'étais peut-être trop long. Désolé. Ouais, alors, bon, je pense que le point sur lequel on sera d'accord, ce sera moins sur le fait que Saline ne comprend pas grand-chose. Mais vous savez, les positions politiques autour des idées, elles changent. Vous parlez des années 70. Moi, quand je faisais référence au débat autour de gens qui défendaient les différences entre pays en QI sur la base du fait qu'elles seraient innées, je fais référence à des débats qui ont eu lieu l'année dernière, en fait. Donc, c'est pas incompatible. Peut-être que j'ai jamais dit que dans les années 66, c'était pas comme ça. Mais là, il y a eu une série de débats très houleux en psychologie sur un certain nombre d'articles qui utilisaient les données de QI entre pays. Et là, elle le faisait vraiment sur la base d'une théorie selon laquelle ils essayaient d'utiliser ces données pour montrer que les différences étaient potentiellement innées, en fait. Donc, je vois Oui, pas oui, en mais quoi ouais. c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est que au début, la communauté scientifique partait sur la base que c'était un environnement, parce qu'on a l'impression qu'en fait, parce que vous avez dit, en fait, Non, il est possible. c'est vous qui me dites la différence, les différences de QI. C'était plutôt lié à l'idée que c'était environnemental. Mais là, je parle de recherche où des Exactement. gens utilisent. Là, je parle de gens qui utilisent Exactement. ces recherches pour montrer que les différences de QI ils Inné. partent de l'idée que ça n'est pas environnemental. Donc, il n'y a pas. Oui, oui, mais Donc, justement, ce que je suis en train de dire, c'est que si on regarde dans le contexte historique, on constate qu'on part d'un consensus et qu'en fait le débat continue à avoir lieu et qu'en fait ces chercheurs mettent en avant les arguments innéistes ont depuis des années entendu les contre-arguments du type oui, mais attention, les tests de QI, si vous les faites, mais vous les faites au sein d'une population qui est habituée à avoir des tests, à passer des examens, à avoir une scolarité élevée, versus une population qui subit la malnutrition, la guerre, la famine, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça a été mis en avant comme des arguments, comme si les chercheurs qui mettent en avant l'hypothèse innéiste de l'intelligence n'avaient absolument pas en tête tous ces éléments. Ils l'ont en tête depuis des dizaines et des dizaines d'années que ce débat est mis en Oui, avant et que ces arguments sont mis en avant. Tout mais simplement, c'était ça la il y en a précision. encore qui, il y en a encore qui publient des papiers dans lesquels ils ont l'air de pas d'être au courant de ces limitations. Donc là, je parle de papiers Personnellement, j'en bien ai pas réels qui ont été vu. publiés. Je parle de papiers bien réels qui ont été publiés puis rétractés en l'espace de quelques mois à cause de ces problèmes méthodologiques dans les dernières années. Donc il y a encore des gens qui font qui font encore ce genre de confusion méthodologique. Mais juste une question, on est d'accord que l'intelligence est une réalité partiellement biologique. Pas, elle est une réalité biologique, évolutive. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des différences innées entre individus que celles qu'on observe entre les groupes sont principalement de manière innée. Tout à fait, je suis d'accord. Voilà. Donc encore une fois, donc le point que je décrivais était exact. Il y a bien des gens qui essayent de défendre l'idée selon laquelle les différences de QI entre pays sont en grande partie dues à des facteurs innés. Aujourd'hui. John, tu as une question? Non, non, je voulais juste te dire que peut-être on va avancer pour ne pas trop dériver de la thématique initiale, même si effectivement on voit bien que le débat est intéressant. Il y a plein de choses. Le sujet est très complexe.
Et bien évidemment, très vite, on s'aperçoit que à plein de niveaux, dans plein de disciplines scientifiques, ce que Florian nous disait d'ailleurs, il y a des points de détail qui font qu'on arrive, on voit bien hein, dans les débats qu'on arrive assez difficilement à trouver une sorte de méthode générique. Et je pense que là, les débats l'illustrent très bien. Donc voilà, peut-être qu'on peut avancer. Je ne sais pas, Florian, si tu as beaucoup de temps ou pas. On va peut-être pas non plus te monopoliser. Dans le temps, ça va, mais la batterie commence à faiblir. Voilà, on va peut-être pas te monopoliser trop longtemps. Moi, J'essaie de mon téléphone. Ouais, j'en profite aussi pour, du coup, j'en profite d'avoir la parole pour aussi. Alors, ça va un peu rechanger de sujet. Désolé, Hassan, je repars sur un autre sujet, mais qui était soulevé concernant tous les trucs de publication, etc. Et sur ce côté pratique de la, enfin, adaptation continuelle des méthodologies et des pratiques. Allez. Céline, ton micro. Dans le sens où Pardon. ouais, dans le sens où ce qu'on a vu, c'est que il y a souvent un moyen de même si on essaye de mettre en place des pratiques qui soient des méthodologies qui soient efficaces et rigoureuses et qui tentent de limiter les biais, etc. Notamment par exemple dans la publication, etc. On voit aussi que il y a des gens qui arrivent à hacker le système entre guillemets. Et là, je voulais faire un clin d'œil parce que on voit que la communauté essaye de s'adapter à ça, de trouver des moyens de déjouer les pièges. Et Florian, toi, tu t'en as fait remarquablement la preuve, notamment en étant co-auteur de cet article sur les trottinettes, qu'on doit te ressortir à toutes les sauces à chaque fois que tu interviens, mais que je trouve assez intéressant dans ce côté où effectivement, en fait, toutes les méthodologies qui sont mises en place et les pratiques qui sont mises en place par la communauté scientifique ne sont pas parfaites, mais il y a toujours une espèce de réaction de la communauté pour essayer de compenser ce truc-là, de déjouer les pièges. Et donc du coup, si tu as des choses à raconter là-dessus, n'hésite pas. Avec la batterie et le temps. Vous voulez que je parle du canular ou je sais pas. Oui, Généralement. en tant que en quoi c'est intéressant de voir en quoi par exemple cette pratique-là permet de toujours essayer de garder une vigilance sur les éventuelles dérives ou problématiques qui peuvent se révéler dans la méthodologie ou les habitudes de pratique qui sont mises en place par la communauté scientifique. Alors ça c'est intéressant parce que c'est le cas des revues prédatrices, et même le cas du canular qu'on avait fait pour dénoncer les revues prédatrices, il fait partie d'un élément dont j'ai pas parlé parce que là j'ai vraiment parlé du fonctionnement interne de la communauté scientifique refermée sur elle-même, la façon dont les scientifiques échangent, mais l'un des ce par quoi j'ai commencé, c'est qu'à l'époque à laquelle on vit, la science est quand même tenue en très haute estime, et donc le label scientifique est très important. Et c'est pas évident pour les gens extérieurs de savoir qu'est-ce qui fait partie du consensus scientifique, qu'est-ce qui est une étude scientifique, qu'est-ce qui est une recherche scientifique ou pas. Donc, les revues prédatrices, je pense pas que ce soit un énorme problème à l'intérieur de la communauté scientifique elle-même. Je pense qu'on est assez bon en tant que scientifique pour détecter ce qui est prédateur ou pas. Donc, je pense pas que les revues prédatrices, c'est un problème, mais je pense pas que ce soit un énorme problème du point de vue du fonctionnement interne de la communauté scientifique. Mais c'est un problème dans le sens où les revues prédatrices, elles sont un vrai problème dans le sens où, par contre, elles peuvent tromper les gens qui sont en dehors de la communauté scientifique. Et donc là, effectivement, c'était le cas pendant le Covid avec ces gens qui avaient publié cet article selon lequel ils avaient fait une étude prouvant que l'hydroxychloroquine était efficace en prophylaxie contre le Covid. Et c'était une association qui s'appelait Laissons les médecins prescrire, etc. Donc c'était des gens qui étaient vraiment militants, qui militaient pour l'usage d'hydroxychloroquine. En soi, ok, d'accord. Mais ils avaient ensuite eu la prétention d'appuyer leurs propos sur une étude qu'ils avaient fait et publiée dans une revue scientifique. Effectivement, elle est publiée dans une revue prédatrice. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est une revue prédatrice, revue prédatrice, j'aime bien faire l'équivalent avec, je sais pas si vous voyez, à une époque quand les Disney sortaient en cassette vidéo ou en DVD,
vous trouviez toujours des boutiques qui sortaient des cassettes vidéo ou des DVD de dessins animés moches et tout pourris, mais avec le même nom que le film de Disney. Et qui, et en gros, c'était un pari sur le fait que vous vous tromperiez et que vous achèteriez ce dessin animé ou ce film tout pourri à la place du Disney. Les revues prédatrices, c'est un peu pareil. C'est des revues qui font semblant d'être scientifiques. Euh, C'est-à-dire, elles ont une mise en page scientifique, elles ont des noms qui sonnent scientifiques. Des fois, elles ont des noms qui ressemblent à une lettre près à des journaux très prestigieux du domaine qu'elles misent. Donc, c'est en gros des journaux qui font semblant d'être scientifiques, mais qui acceptent un peu n'importe quel article qu'on leur soumet à partir du moment où les auteurs payent, en fait. Il suffit de payer. Et, euh, et donc, euh, c'est un moyen pour des gens qui ne publient pas dans des revues scientifiques de faire croire au grand public qu'ils publient dans des revues scientifiques pour s'octroyer l'aura de la science, hein. Donc effectivement, bon, pour passer assez vite, ce qu'on avait fait à l'époque, ce groupe avait publié son étude dans un journal qui s'appelait The Asian Journal of Medicine and Health, et pour montrer que ce journal n'était pas un vrai journal scientifique, on leur avait soumis un article, on avait payé d'ailleurs, hein, histoire qu'ils acceptent notre article, et c'était vraiment un article très très nul. En fait, l'article n'était pas juste nul, il était absurde d'un bout à l'autre. Déjà, le sujet était absurde. C'était un article dans lequel on prétendait montrer que l'hydroxychloroquine en prophylaxie réduisait les accidents de trottinette électrique. Donc, rien que le sujet devrait de toute façon pas montrer que c'est pas sérieux. Et après, on avait présenté 3 études complètement délirantes. Donc, la première étude, on avait juste pris les données, puis on avait dit, oh, regardez, en mars 2020, il y a beaucoup plus de gens qui consomment de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine, mais il y a aussi beaucoup moins d'accidents de trottinette. C'est bien la preuve que c'est efficace. La deuxième étude, on a voulu faire la même chose pour mars 2021, mais ça n'a pas marché. Du coup, on vous met pas les résultats. C'est ce qu'on avait écrit dans l'article. Et la troisième étude, c'était une étude où on mettait des gens, on avait une pente à 45 degrés avec un mur très très solide en bas de la pente, puis on poussait des gens sur des trottinettes sur la pente contre le mur, puis on voyait s'ils survivaient plus en ayant pris de l'hydroxychloroquine ou pas. Donc tout ça était complètement con, mais le truc est passé, et donc le but a été réussi, ça a été repris dans pas mal de journaux parce que c'était rigolo. Et le but, c'était vraiment de montrer que voilà, tous les journaux qui se prétendent comme des journaux scientifiques ne sont pas des journaux scientifiques. Mais ça, je pense que c'est vraiment pas tant un problème pour le fonctionnement de la science en tant que science que pour la façon dont on peut détourner son prestige et son aura auprès du grand public qui n'est pas informé de la façon dont ça fonctionne normalement. Merci beaucoup, Florian. Nous n'allons pas tarder à clore le space. Alexa, je vais donner la parole dans un moment. Si c'est pour une question, il n'y a pas de souci. Sinon, on va clore et on vous invite tous pour un space tout de suite après, non enregistré, pour un débriefing. Si vous voulez nous faire des suggestions, des critiques, tout est bienvenu. Donc, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre après. Donc, Alexa, dis-moi si c'est pour une question. Céline, je vois qu'il y a Loni qui a la main Ah. en l'air. Vas-y, Loni. Oui, c'était juste pour ajouter un petit truc par rapport à ce que venait de dire Florian, pour peut-être un petit point de désaccord quand il parlait du coup des revues prédatrices et de leur impact sur le monde scientifique. Je suis assez d'accord que ça ne berne pas le chercheur dans la grosse majorité des cas. Bon, sauf quand on n'est pas du domaine, où potentiellement ça peut être un souci. Si par exemple je cherchais à avoir des références sur un domaine qui n'est pas le mien pour pouvoir en parler dans un article qui va peut-être explorer quelques pistes de ce domaine-là ou s'appuyer sur quelque chose, ça pourrait être un souci potentiellement. Mais surtout, je pense que c'est un problème, et ça va aussi mordre un peu sur le sujet des Future Space, je pense, mais c'est bien d'avoir une espèce de spoiler peut-être là-dessus, ou un petit teaser. Euh, c'est au niveau on en parlait, hein, il y a beaucoup de concurrence dans la recherche, le système de publication, etc. Il y a des gens qui se maintiennent dans le monde de la recherche via ces publications dans des journaux prédateurs. Et ça, c'est problématique, c'est-à-dire qu'on a des gens qui écrivent littéralement du bullshit, payés grassement, enfin payés directement par l'argent des contribuables, pendant que d'autres chercheurs qui, eux, décident de pas tricher, de pas payer pour publier, vont eux peut-être galérer plus à garder un poste et à pouvoir du coup faire leur recherche, ce qui est quand même assez, je pense, dramatique pour le monde de la recherche en général. Donc je suis assez d'accord que ça n'impacte pas la publication en elle-même, elle impacte très rarement le chercheur en lui-même. Par contre, cette pratique-là, en général, je pense qu'elle est quand même assez dommageable pour les chercheurs et la science en général.
Ouais, c'est vrai que j'avais peut-être que mon point de vue était un peu européano-centré pour le coup, mais c'est vrai que par exemple pour des pays comme l'Inde ou la Chine, il y a beaucoup de papiers, la pression sur les chercheurs est telle qu'ils publient beaucoup dans ces choses-là, quoi. Je crois que l'Inde est quand même un des pays les plus grands producteurs de revues prédatrices et Ouais. qu'il y a énormément de publications dans ce côté-là. Euh, j'ai l'impression que dans les pays européens, c'est moins le cas. Mais il y a d'autres problèmes. Par exemple, il y a ce papier qui était sorti il y a 1 ou 2 ans sur les revues népotistes. C'est-à-dire, pas des revues prédatrices à proprement parler, c'est pas des éditeurs prédateurs, mais c'est des revues publiées par des éditeurs scientifiques, mais dans lesquelles, en fait, c'est toujours le même, c'est quasi, genre la moitié des publications viennent du même groupe de recherche, quoi. La revue a été un peu détournée par un seul groupe de recherche, euh, par exemple parce qu'il y a un de leurs membres qui dirige la revue et d'un coup la revue devient un peu l'organe officiel de ce groupe de recherche qui publie facilement n'importe comment, quoi. Euh, est-ce qu'on appellerait ça une revue prédatrice? Mais peut-être pas, mais en tout cas c'est aussi un problème, quoi. Ouais, je pense que ça va au-delà de la définition de revue prédatrice, mais je pense que c'est un des soucis majeurs on va dire en Europe et aux États-Unis, effectivement. Ouais. Ouais, je pense que ça c'est plus un problème parce c'est vraiment des revues qui arrivent avec le label Elsevier, Springer, tout ce qu'on veut. Donc il y a vraiment beaucoup moins de signes que c'est un truc bizarre, mais il y a vraiment des gens qui du coup se font des H-index de fou à peu d'efforts parce que c'est leur revue. Bah d'ailleurs, le papier qui euh, le papier qui avait fait ça avait identifié quelques revues clés dans lesquelles genre entre 40 et 50% des publications venaient un peu de du même organisme. Mais il y avait bien sûr la revue comment ça s'appelle dans laquelle il y avait enfin la revue dans laquelle l'IHU de Marseille publie la plupart de ses papiers, quoi. C'était un des IJA. exemples qu'on prenait. Ouais, c'est ça, International Journal of ouais, je sais plus exactement quoi, mais en tout cas, elle était là et sur le graphe, tu voyais que c'était vraiment un point qui était vraiment un outlier énorme, quoi. Genre avec genre 40% des publis venaient de l'IHU, quoi. C'était pas normal pour une revue scientifique. Merci. Donc, on t'écoute, Alexa. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Alors moi, je vous écoute depuis le début et je suis un petit peu timide parce que j'ai pas les connaissances sans doute pour voilà. Je voulais juste, je vais peut-être sortir du sujet, donc arrêtez-moi tout de suite. L'avenir en fait de la science par rapport à tout ce qui a été fait ces 3 dernières années et qui malheureusement n'est pas terminé au niveau de la malscience. Comment Mm. faire en sorte euh, que le virage soit pris vers, j'allais dire, vers le 21e siècle, parce que j'ai l'impression d'entendre, pas sur ce space, hein, mais d'entendre généralement la pseudoscience qui est en train de se rattraper à des choses qui sont, pour moi, très lointaines, passées. Je veux dire, donc, comment faire pour faire revenir les jeunes ou les gens, tout simplement, euh, du côté de la science, quoi. Voilà, peut-être que ma question est mal. Vous voulez dire... Alors attendez, j'ai juste un peu un problème. Ah, quand vous disiez faire ramener les gens du côté de la science, vous voulez dire que vous pensez que les gens font moins confiance à la science aujourd'hui qu'avant? Oui, pardon. Vous parlez- C'est peut-être pas assez explicite, mais oui, je trouve qu'il y a globalement, depuis une dizaine d'années, peut-être même un peu moins, Mhm. un retour vers des pseudo, des pratiques pseudo médicales, pseudo-scientifiques, pseudo tout ce qu'on veut, euh, qui, qui sont, euh, qui sont assez dangereuses. Et on voit, je veux dire, là, vous parliez des, de certaines études complètement frauduleuses dans des journaux, dans des revues prédatrices, mais il y a eu dans des vraies revues des articles, je sais pas ce que j'avais vu en Inde, avec soigner la Covid, avec le yoga, avec le jeûne, avec de l'Ayurveda. Et c'est Alexa, permets-moi d'écourter un petit peu. C'est pas tout à fait effectivement le sujet du space de ce soir. Florian peut en dire un mot puisque il est l'invité ce soir. Mais ça, c'est un petit peu le sujet d'autres space dans le futur. On va pas trop parler pseudosciences vs sciences ce soir. Mais Florian peut apporter une réponse, bien sûr, et sur l'influence grandissante de ces pseudosciences.
Alors, j'ai pas vraiment de solution miracle, enfin, un clé en main. Si j'en avais une, peut-être que je serais plus riche, non. Mais c'est pas évident pour moi. En tout cas, je crois pas qu'il y ait de preuves formelles selon laquelle les gens seraient plus attirés vers les pseudosciences maintenant. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, c'est pas complètement évident que ce soit le cas. En tout cas, quelque chose qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a un certain nombre de papiers qui est paru récemment qui suggèrent qu'en fait, bah, des fois, les gens qui croient des trucs pseudo-scientifiques ne savent pas que ça n'est pas scientifique. Il y a de telle sorte qu'en fait, il y a un certain nombre de papiers qui suggèrent que les gens qui croient plus à la science sont aussi plus susceptibles de croire à certaines pseudosciences parce que bah, ils voient pas la distinction entre la science et la pseudoscience. En fait, c'est pas d'un coup les gens aiment la science ou ils aiment la pseudoscience. Des fois, en fait, aimer la science attire encore plus vers les pseudosciences. Surtout celles qui prennent un aspect vraiment, celles qui se parent d'attirail pseudo-scientifique. Donc, je pense que voilà, on va pas s'en sortir juste en disant aux gens, voilà, il faut croire la science et pas les pseudosciences, mais il faut vraiment essayer de donner plus aux gens une image claire de ce qu'est la science et de ce qui fait son avantage et de quelle serait effectivement la limite avec une pseudo-science. Qu'est-ce qui fait la distinction entre la science et certaines choses qui y ressemblent et qui le savent, qui n'en sont pas, quoi. Mais bon, j'ai pas de remède miracle, quoi. Merci. En tous les cas, oui. Merci. Désolé. Non, non, mais pas de souci, mais j'avais pas vu le fait que plus on va vers la science et plus on peut aussi, aussi étonnant que ça puisse paraître, aller Ouais, vers. ouais, ouais, mais tout à fait, hein. Il y a par exemple les gens qui vont regarder les documentaires sur les pyramides, des documentaires bizarres sur les pyramides, ça se trouve c'est des forces mystérieuses. Bah c'est des gens qui regardent des documentaires en fait. Et pour eux c'est pas clair quelle est la que ça c'est c'est en conflit direct avec bah, l'autre documentaire qu'ils ont vu juste avant en fait. Donc d'un point de vue extérieur, par exemple la psychogénéalogie c'est un truc bon c'est une pseudo-science avérée, mais bah, c'est quoi la différence avec la psychologie pour quelqu'un qui est dehors? À partir du moment où on accepte que la psychologie est une science, pourquoi pas la psychogénéalogie, par exemple? Donc c'est ouais, voilà, faut pas se dire que dans l'esprit des gens, il y a vraiment une sorte de dichotomie entre soit ils pensent du côté scientifique, soit du côté pseudo-scientifique. Des fois, les deux vont main dans la main, en fait. Et pour certaines choses, ouais, pour, bah, par exemple, pour tout ce qui est archéologie un peu bizarre, bah, ça va de pair avec l'intérêt pour l'histoire, par exemple. Donc c'est assez difficile, quoi. Les gens qui croient aux pseudosciences, c'est pas forcément des gens qui s'intéressent pas à la science. Aussi bizarre que ça puisse paraître à première vue. Je suis désolée, je vais être désagréable, mais je vois que maintenant on a plein de demandes. On vous rappelle la règle. Posez votre question sur le hashtag ESPS1 et on verra si on a le temps de vous prendre ou pas. Stéphanie, à toi. Oups, désolée, j'ai pas fait ça. Désolée. Bonsoir. Non, je sais, mais tout le monde a été très indiscipliné ce soir, mais c'est vrai que le fonctionnement n'est pas encore connu, on pardonne. Je bats ma coule, quoi. C'est une question, quelque part, pour se projeter sur quelque chose qui est peut-être utopique, mais justement avec la difficulté de nos concitoyens. Et je me mets dedans, hein, parce que bon, même si j'ai fait un peu de LCA, je peux pas dire que je sois une experte. Et notamment de nos dirigeants qui se sont bien fait mener aussi, je pense, quelque part par le Ah, je vous ai perdu. du Sud. Est-ce que c'est juste moi? Ah, t'as perdu, Steph. Attendez. Vous m'entendez? Ça y est. Excusez-moi. Ouais, mais je vous entendais plus pendant un moment. Ouais, Là. non, parce que j'ai reçu un appel en même temps, je l'ai zappé, mais du coup, je pense que ça a coupé les micros. Mince, j'ai perdu. Ah oui, du coup, est-ce que quelque part, ça serait pas intéressant à certains postes politiques, et notamment de dirigeants, d'avoir, notamment dans tout ce qui est gestion de la vie scientifique du pays, d'avoir des gens justement qui sont efficients dans ça. Parce qu'on a quand même une grande part de nos politiques qui sortent de grandes écoles, certes, mais qui sont
pas souvent liés à la science, en fait. Ils ne sont pas tous chercheurs, ils ne sont pas tous médecins. Il y a beaucoup de médecins à l'Assemblée comme au Sénat, il y en a quand même pas mal, mais il y en a aussi pas mal, enfin pas mal, j'exagère, mais il y en a quelques-uns qui viennent de se faire radier par l'ordre. Ouais. Donc, est-ce que ça serait, bon, quelque part, est-ce que ça serait pas une réflexion à avoir pour, mais bon, on n'est pas dirigeant, enfin bref, je sais pas. C'est une espèce de fantasme, peut-être que j'exprime ce soir. Voilà. Alors oui, je suis le premier à déplorer le fait qu'il y ait une très grande valorisation de la culture littéraire, historique, dans la formation, enfin dans la formation des dirigeants, Sciences Po, etc. Maintenant, ça existe plus l'ENA, mais avant. Et qui est la connaissance scientifique soit parfois un peu ramenée à un truc un peu technicien qui mérite pas d'être connu. Donc je pense que de ce côté, ce serait mieux que ça soit plus équilibré dans leur formation. Après, je suis pas sûr, euh, donc, mais je suis sûr que mettre des gens qui soient chercheurs aux commandes, ça aide forcément. Le ministre de la Recherche, on en a eu pas mal qui est des chercheurs, puis ça n'a pas forcément été un grand succès. Donc je sais pas vraiment de réponse. Je pense que je sais pas s'il faut pas sûr qu'il faille des chercheurs ou des choses comme ça à ces postes-là, mais en tout cas, ce serait effectivement bien, par contre, qu'une formation scientifique plus solide vienne accompagner la formation euh, plus culture générale qui leur est généralement demandée. Mais j'ai pas de réponse plus brillante sur le sujet. Désolé. Merci beaucoup, Florian. Bon, ben, je crois qu'on va clore le space. Je vous remercie tous, intervenants comme auditeurs. Merci beaucoup, Florian. Tu as été un formidable premier invité. Je vous rappelle que le space peut être réécouté, il a été enregistré. Vous trouverez également toutes les sources, enfin une bonne partie des sources sur les sujets qui ont été abordés, à la fois en tweet épinglé et dans les commentaires. Les commentaires resteront disponibles après la fin du space. Le sujet des prochains space, donc je l'ai dit plusieurs fois, mais on va vous les rappeler pareil en tweet. Eh bien voilà, on vous remercie tous. Je vous laisse dire un dernier mot, tous les intervenants, et puis bonne soirée à tous. Juste, je voulais dire que Nance s'excuse. Il n'a pas quitté le space, il a eu un petit problème technique. Donc, il vous prie de l'excuser. Jonathan, Loni, Florian, un dernier mot, n'hésitez pas. Bon, bah, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Florian. Pas grand-chose à dire pour moi, à part merci Florian d'être passé et d'avoir fait ça. C'était vraiment très cool. C'était hyper intéressant. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci Florian, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui demandent en fait, enfin voilà, je pense que les auditeurs et nous tous, même en intervenant, on s'est assez bien rendu compte que c'est des sujets, et c'est comme ça que je les avais un peu teasés avant le space en tweet, c'est que c'est des sujets sur lesquels on a tous un peu une opinion, et en fait, dès qu'on commence à vouloir creuser, on s'aperçoit qu'en réalité, les choses sont assez complexes, elles ont été réfléchies depuis longtemps. Il y a eu d'énormes débats, il y a eu des avancées. Et je pense que là, tout ce que tu nous as expliqué nous l'illustre très très bien, à la fois dans ton exposé et aussi dans les réponses et les débats et les questions qui ont été posées. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté cet exercice qui n'est pas forcément simple. Et voilà. Ben, merci, de rien. Eh bien, merci à tous. Donc, on vous rappelle le sujet du second space. Nous n'avons pas encore la date, mais on va essayer de faire ça le plus tôt possible. On vous l'indiquera, bien entendu. Donc, le second sera sur les pratiques et les méthodes en sciences. Donc, on entrera un petit peu plus dans le dur. Merci à tous. Donc,